Bien voilà, je reviens vers vous. Je voulais faire toute une vidéo concernant le quasi délit. Malheureusement, j'ai été interrompu par une communication téléphonique importante et comme on ne sait pas s'arrêter et reprendre sur la même vidéo, je vous ai envoyé la première partie qui fait plus ou moins 15 minutes et maintenant je continue. Donc je résume. Le quasi délit, c'est l'accident. Le tout est de savoir qui est responsable de l'accident de qui. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit soi-même, c'est-à-dire que les actes que l'on commet accidentellement, vous devrez en supporter les conséquences, que vous soyez déclaré responsable juridiquement ou non. À partir du moment où c'est vous qui avez commis l'acte, eh bien votre responsabilité est engagée. Je vous ai dit, on est également responsable des actes qui sont commis par nos enfants mineurs. À partir de la majorité, vous êtes libérés de cette responsabilité-là. Et donc, vos enfants légaux mineurs, s'ils commettent un accident, vous serez tenus à devoir dédommager en votre qualité de parent le dommage qui a été causé par vos enfants. Que ceci soit ou non sous votre garde. Il y a même eu un cas d'un jeune qui était placé dans un centre d'observation, donc placé par le SPJ, qui avait fait une fugue et qui avait volé une voiture et qui avait commis des accidents sur l'autoroute. La Cour de cassation a estimé qu'à partir du moment où l'éducateur n'avait fait aucune faute, c'était les parents qui étaient tenus de dédommager ce dommage-là, même si leur enfant avait été placé. Le fait qu'un enfant soit placé n'enlève pas la responsabilité parentale par rapport aux accidents et aux actes qu'ils vont commettre. Alors, donc, soi-même, nos enfants. Nous sommes également responsables des dégâts commis par nos animaux. Alors, lorsque je dis nos animaux, ce n'est pas les animaux dont je suis forcément propriétaire, c'est les animaux que je garde au moment où l'accident s'est produit. Donc, soit je suis le propriétaire du chien et le chien va mordre une vieille dame, je suis responsable parce qu'au moment où le chien va mordre la dame, il était sous ma garde. Si maintenant votre voisin vous demande de garder son chien, soit pendant les vacances, soit pendant quelques heures, le chien s'enfuit et commet un accident, vous serez responsable des dégâts commis par le chien. Quand je dis les animaux, ce n'est pas forcément des animaux domestiques. C'est tous les animaux que l'on garde. Un fermier, ça sera le cas pour ses vaches, un cavalier pour le cheval. Si vous avez un serpent, vous serez responsable des dégâts commis par le serpent, etc., etc., etc. Donc je ne dis pas qu'il s'agit uniquement des animaux de compagnie, je dis tous les animaux qui sont sous notre garde. Alors à partir de quand est-ce qu'un animal est sous votre garde ? À partir du moment où vous le gardez, c'est-à-dire où vous en êtes le conducteur. Si vous avez un chien en laisse, que ce soit votre chien ou pas votre chien, les dégâts qui seront commis par le chien, vous en serez responsable. Dès que vous gardez un animal, que vous êtes son gardien, eh bien vous en êtes responsable. Propriétaire ou non, j'insiste bien sur ce point. Il a été jugé donc c'était le cas d'un fermier qui avait appelé un vétérinaire pour faire une piqûre à un cheval, je ne sais plus pour lui donner quel soin. Au moment où le vétérinaire pique le cheval avec sa seringue, le cheval va s'emballer, s'emporter et va s'enfuir. Il va aller galoper sur la route, commettre un accident, etc. Eh bien là, le tribunal a estimé que c'était le vétérinaire qui était responsable. Parce qu'à partir du moment où un vétérinaire s'occupe d'un animal pour le soigner, il devient le gardien de l'animal. C'est lui qui en assurait la garde. Donc vous voyez que la garde, c'est celui qui a la maîtrise de l'animal
au moment où l'accident se produit. Donc, j'ai dit soi-même, nos enfants mineurs, les animaux dont on a la garde. Autre catégorie de personnes qui sont responsables des dommages causés par quelqu'un d'autre, c'est les enseignants. Les instituteurs, les enseignants, sont responsables des dommages causés par leurs élèves lorsqu'ils leur donnent cours, lorsqu'ils sont, j'ai envie de dire, dans un système d'apprentissage. Alors, ça ne pose pas énormément de problèmes pour un enseignant, vu qu'on va voir le point suivant. À partir du moment où vous êtes un travailleur à la disposition d'un employeur, c'est l'employeur qui va devoir assumer les conséquences de vos actes accidentels. Donc pour un enseignant, ça ne pose pas trop de problèmes, sauf le cas que l'on va voir par la suite. Donc les enseignants, les instituteurs, alors attention, la jurisprudence a déjà parfois élargi cette notion d'enseignant. Elle avait dit par exemple qu'un moniteur d'équitation qui donne cours dans un manège, et donc à un moment donné, il y a un accident de cheval qui se produit, le tribunal avait estimé que le moniteur d'équitation, au moment où l'accident s'est produit, pouvait avoir le titre d'enseignant parce qu'elle transmettait un savoir. Alors la question se pose aussi pour les éducateurs. Un éducateur est-il assimilé à un enseignant? Cela dépend de ce que faisait l'éducateur au moment où l'accident se produit. Il est clair qu'un éducateur qui aide des enfants à faire leurs devoirs, par exemple dans une école de devoirs, a, au moment où un accident se produirait, la qualité assimilée à un enseignant. Donc, vous voyez que parfois les notions peuvent être élargies par les tribunaux. Mais comme je vous le dis, ça ne pose pas un énorme problème, parce que le point suivant que j'aborde avec vous, c'est la responsabilité des employeurs, donc on appelle ça des commettants, vis-à-vis de leurs travailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes dans le cadre d'un contrat de travail, donc que vous avez un employeur, même si vous commettez un accident et même volontairement, c'est d'abord l'employeur qui va être tenu de dédommager la victime. Alors ça ne pose pas non plus énormément de problèmes pour les employeurs, vu que les employeurs ont l'obligation d'avoir une assurance qui couvre les dégâts commis par l'employeur et par ses travailleurs. Donc au niveau financier, ça peut ne pas être trop dommageable, sauf si quoi? Sauf si le travailleur a commis ce qu'on appelle une faute lourde. Alors attention, j'attire ici votre attention, vous ouvrez grand vos oreilles, vous me regardez bien. Une faute lourde n'est pas une faute grave. Et une faute grave n'est pas forcément une faute lourde. C'est quoi la faute grave? C'est quoi la faute lourde? La faute grave, c'est une faute, un acte, qui est commis par un travailleur et qui va entraîner immédiatement toute perte de confiance dans le chef de l'employeur vis-à-vis de son travailleur. Vous avez volé 1 euro dans la caisse. Votre employeur dit qu'il vole un œuf, vole un bœuf. Moi, je n'ai plus confiance en ce travailleur. Je le licencie pour faute grave, pour vol. L'employeur aura probablement raison devant le tribunal du travail. Voler, c'est une faute grave. Vous allez me dire, le préjudice n'est pas grand, c'est 1 euro. Mais ça, peu importe. Ce n'est pas une question du préjudice qui fait que la faute est grave ou pas grave. C'est l'acte. À partir du moment où l'acte va entraîner la perte de confiance immédiate et totale, c'est-à-dire que l'employeur dit « moi je ne sais plus travailler avec cette personne-là », c'est une faute grave. La faute lourde, c'est quoi? La faute lourde, c'est aussi une faute que n'aurait pas fait, vous vous souvenez, on a déjà vu ça au début du cours, ce qu'on appelle le bon père de famille placé dans les mêmes circonstances.
Alors, c'est qui ce fameux bon père de famille? Le bon père de famille, tel qu'imaginé par notre code civil, ce n'est pas une personne qui ne fait jamais d'erreur, mais c'est une personne qui prend toutes ses précautions pour que l'erreur n'arrive pas, mais qui peut quand même arriver. Donc c'est pas Superman, c'est pas Superhomme, c'est pas Superwoman, c'est quelqu'un qui peut faire des erreurs, mais qui a quand même été excessivement précautionneux pour ne pas les faire. Et malgré ça, elle arrive. Eh bien, si vous êtes dans le même cas, c'est-à-dire que si le bon père de famille, dans les mêmes circonstances que vous, au moment où l'accident se produit, aurait agi de la même manière, eh bien, ça ne sera pas une faute lourde. Parce qu'on va dire, même quelqu'un de prudent et de diligent aurait pu faire la même chose. Si ce n'est pas le cas, et si on estime que là vous avez agi quelque part en dépit du bon sens, parce que le bon père de famille n'aurait absolument pas agi comme vous, exemple, vous garez votre camion remorque en haut d'une côte, vous ne mettez pas de vitesse, vous ne mettez pas de frein. Le bon père de famille aurait probablement mis et une vitesse et tiré le frein à main. Si le camion dévale la pente et va tuer 4 enfants et 18 personnes âgées, vous serez responsable parce qu'on estimera que vous avez commis une faute lourde. La faute lourde, c'est la faute que n'aurait pas commis le bon père de famille placé dans les mêmes circonstances. Alors, pour résumer, une faute grave n'est pas forcément une faute lourde. Une faute lourde n'est pas forcément une faute grave, parce que même si vous avez commis une faute lourde, votre employeur pourrait très bien dire, bon, d'accord, ça ne se fait pas, mais j'ai quand même encore confiance à lui. J'estime qu'il avait quand même des excuses, il est fatigué, il vient de divorcer, etc., etc., etc. Je ne le licencie pas pour faute grave, mais il n'empêche qu'il a commis une faute lourde. Maintenant, une faute lourde peut être une faute grave peut être une faute lourde. On a toutes les combinaisons possibles. Ce qui est important de retenir, c'est la différence de l'un par rapport à l'autre. La faute grave entraîne immédiatement le fait que l'employeur n'a plus confiance en vous et ne veut plus travailler avec vous. La faute lourde, c'est la faute que n'aurait pas commis le bon père de famille placé dans les mêmes circonstances. En fait, c'est des notions parfois un peu extensibles, mais si on estime que vous avez commis une faute lourde, l'employeur va payer, bien sûr, via son assurance, le dommage, mais l'assurance risque de se retourner sur vous et de vous réclamer ce qu'elle a payé. Ça s'appelle en droit l'action subrogatoire. C'est-à-dire que quand une personne a rempli son obligation, et ici donc c'est la compagnie d'assurance, elle peut ensuite demander à la personne qui a commis l'accident de rembourser l'argent qu'elle a décaissé. Ça arrive aussi si vous, par exemple, vous conduisez en état d'ivresse, vous avez un accident et vous cassez trois voitures et vous cassez la jambe à une personne, votre assurance va payer, elle est obligée, mais elle va ensuite se retourner sur vous, elle va exercer ce qu'on appelle son action subrogatoire en disant « Oui, j'ai payé, mais vous avez commis une faute lourde dans cet accident qui est votre état d'ivresse, et maintenant, je vous demande de me rembourser ce que vous devrez probablement faire. » C'est pour cela qu'il existe aussi des assurances responsabilité civile professionnelle. C'est-à-dire que le jour où on estime que vous avez commis une faute lourde et qu'on vous demande de payer le dommage, votre assurance RC professionnelle pourrait alors indemniser en vos lieux et places. Renseignez-vous, il existe des RC professionnels pour les éducateurs qui ne sont pas excessivement coûteuses, et moi je vous conseille quand même d'en souscrire une. Un accident peut vraiment vite arriver et votre responsabilité éventuellement engagée. J'ai le cas pour l'instant donc d'une éducatrice à qui
L'employeur, donc il travaillait pour des personnes handicapées adultes, et une nouvelle arrive. L'employeur n'avait pas dit à l'éducatrice que la nouvelle personne qui arrive avait comme maladie le fait de vouloir se défenestrer, c'est-à-dire de sauter par la fenêtre. L'éducatrice accueille cette jeune fille-là dans un local, la fenêtre était ouverte, la jeune fille saute par la fenêtre. La question est de savoir, est-ce que l'éducatrice, en laissant la fenêtre ouverte, a ou non commis une faute lourde? Vous vous rendez bien compte que si on estime qu'elle a commis une faute lourde, que la jeune fille se tue en sautant de la fenêtre, le dommage que pourrait devoir payer cette éducatrice. Alors, je n'ai pas la réponse parce que ça n'a toujours pas été jugé, mais c'est pour ça que je vous conseille quand même de prendre une assurance, responsabilité civile, professionnelle, enseignant, éducateur. Alors, il reste une catégorie de dommages pour lesquels vous êtes responsable. C'est ce qu'on appelle les bâtiments qui menacent ruine, les immeubles qui menacent ruine, pour être plus précis. Qu'est-ce qu'un immeuble? C'est une chose qui ne se déplace pas facilement, dit le droit. Alors bien sûr, les maisons sont des immeubles, mais les arbres sont aussi des immeubles. Un arbre, tant qu'il est enraciné au sol, il est considéré comme immeuble parce qu'il ne se déplace pas facilement. Une fois qu'il est coupé, on peut le déplacer même avec une grue, et donc ce n'est plus un immeuble. Eh bien, si vous avez un bâtiment qui s'écroule, ou si vous avez un arbre un peu usagé qui s'écroule et qui cause dommage à quelqu'un, qui tombe sur une voiture, ou bien, comment vais-je dire, qui tombe sur une personne ou un bâtiment, peu importe, eh bien, la personne qui est propriétaire de cet arbre ou de ce bâtiment va devoir indemniser le dommage qui a été ainsi causé par la chute, par l'écroulement de cet immeuble. Voilà, je pense avoir fait le tour par rapport au quasi-délit. Je répète, pour être vraiment clair et que vous ouvriez bien grandes vos oreilles, quasi-délit, c'est l'accident. L'accident, c'est l'acte involontaire. Mais ce n'est pas parce que l'acte est involontaire qu'on ne doit pas dédommager la victime donc de cet accident. Je répète qu'il doit dédommager soi-même lorsqu'on l'a commis, nos enfants mineurs, les animaux dont on a la garde, les étudiants sous la garde, lorsqu'ils sont dans un cadre d'enseignement par un instituteur ou un enseignant, l'employeur vis-à-vis de ses travailleurs et finalement les propriétaires d'immeubles qui s'écroulent. Voilà, le cours est ici terminé. Je sais que les dernières conditions via cette vidéo ne sont peut-être pas les conditions optimales pour un enseignement. Si vous avez des questions, je reste à votre entière disposition. Vous avez mon adresse mail. Je vous souhaite d'abord d'être en excellente santé, de bien prendre vos précautions, et pour ceux qui travaillent, vous avez vraiment mes pensées les plus chaleureuses parce que c'est des conditions qui ne sont vraiment pas faciles. Et lorsque le moment arrivera de l'évaluation, je vous enverrai un QCM et vous y répondrez et ce sera votre évaluation. Voilà, je souhaite bon courage, reposez-vous aussi pendant les vacances de Pâques si c'est possible, et surtout gardez le moral. L'école, les enseignants font vraiment tout leur possible pour que votre année soit une bonne année d'études malgré les circonstances pénibles que l'on vit actuellement. Merci à vous.